Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 19. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel pour commencer cette émission. Et on commence une nouvelle formule revampée avec Sidney Fowo qui sera mon invité en fin d'émission pour répondre à vos questions. Sidney qui est toujours très présent sur les médias sociaux et qui viendra répondre à ces questions qui nous ont été posées sur Twitter au cours des dernières heures. Mais d'abord, Jean, on va revenir sur... une Premier League qui est, je ne sais pas si le mot est bon, mais enfin terminée parce que on aurait eu le goût que ça continue encore un peu, mais on avait surtout envie de savoir qui allait être sacré champion d'Angleterre. Finalement, c'est Manchester City pour une deuxième saison de suite, mais ce qu'on retient surtout, c'est que dans une saison où Guardiola a fait jaser, Jürgen Klopp a fait jaser, on parle d'un retour des jeunes Anglais qui ont de plus en plus de place dans le championnat de la Premier League. Bien, les trois meilleurs buteurs de ce championnat-là sont tous africains. Ça, on n'a pas beaucoup parlé au cours de la saison. Non, c'est vrai. C'est une coïncidence qui a un peu sauté. On l'a pris en pleine face au moment où les trois, on leur a offert au même moment. Parce que c'était pas ce qui était prévu. Tu avais Mo Salah avec 22 buts avant de commencer le dernier match. Là, finalement, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang, les deux marquent un doublé. Sergio Aguero, lui, champion, mais marque pas. Puis tu te retrouves avec les trois qui sont meilleurs buteurs. C'est ça. Et donc, au même moment, on offre le soulier d'or aux trois. Et puis, tiens donc, voilà. Est-ce que c'est une coïncidence? Pas vraiment, non, assurément. T'expliques ça comment? Parce que pour Mané et Salah, tu l'expliques par les succès de Liverpool. Pour Pierre-Emerick Aubameyang, par contre, j'ai l'impression que c'est encore plus surprenant. Avec Dortmund. Hein, oui, mais Dortmund était une super puissance en Allemagne à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire la même chose d'Arsenal? Non, c'est sûr. Et je te dirais que c'est d'autant plus intéressant qu'aucun des trois n'est véritablement une pointe. C'est vrai. Aucun des trois ne joue dans la surface, n'est vraiment un attaquant. Regarde, Aguero, tu dis OK, pas de problème. Ouais. Tu comprends qu'il va se retrouver la plupart du temps à la conclusion d'action et tout. Salah, Mané, un peu moins, même si dans le système, petit à petit, on a été habitué à les voir arriver là. Aubameyang, oui, attaquant, mais tu vois que c'est plutôt Lacazette qui va se retrouver en pointe et qu'Aubameyang, on le voit débuter sur un côté. Alors, c'était un peu surprenant qu'à la conclusion, on voit les trois se retrouver là. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, d'abord que au niveau qualité, c'est absolument indiscutable. C'est vrai. Indiscutable. Quand on les retrouve là, je pense que c'est un petit peu une coïncidence, mais qu'il faut voir que pendant longtemps, les clubs anglais ont rechigné à intégrer, parce que c'est une prime à la régularité aussi, qu'ils ont rechigné à intégrer des joueurs africains. Pourquoi? Parce qu'en grande partie, parce qu'il y a toujours eu ce discours, mais il faut comprendre que une année sur deux, on parle de la CAN, de la Coupe d'Afrique, ils partent, c'est en janvier, c'est un mois, c'est au moment où on est en plein dans le championnat et la reprise des Coupes d'Europe. On ne peut pas investir sur des joueurs et des attaquants qui coûte cher. En plus, au niveau salaire, au niveau investissement, c'est le poste le plus haut normalement dans ta masse salariale. Les clubs rechignaient, ils ne faisaient pas beaucoup d'efforts. Ils avaient tendance à prendre la CAN pour on va trouver un arrangement. C'était pas l'euro, là. C'était pas considéré comme l'euro. Non, pas du tout, non. Donc, ils ont traîné les pieds longtemps. Là, maintenant, avec la CAN qui a été déplacée, où il y a eu des aménagements au niveau de la régularité, au niveau de l'horaire, peut-être qu'effectivement, on va revoir ça. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on voit le résultat. Hein. Il y a eu des joueurs africains marquants au fil des ans en Première Ligue. On peut les choisir. Tu as eu des Adebayor, des Nwankwo Kanu. Okocha a été une légende à Bolton. Yeah. Personne, par contre, arrive à la cheville encore, corrige-moi si je me trompe, de Didier Drogba, qui est le top du top. Mais est-ce que tu vois un de ces trois gars-là, si ça se poursuit pendant encore plusieurs années, peut-être arriver à bousculer la domination africaine dans l'esprit de tous les Anglais, qui est clairement celle de Drogba? Je pense que ce sera difficile. Je pense que ce sera difficile parce que il y a
il y a la personnalité qui colle avec. Drogba à Chelsea, c'était bigger than life. C'était vraiment gigantesque. C'était, il y avait quelque chose autour de lui qui était un petit peu fou, qu'il n'y a pas autour de Salah, Mané ou Aubameyang, qui eux, au contraire, sont pas mal plus. Tu les vois pas partout, ils sont pas people non plus. Alors que Drogba, il aimait un petit peu ça. Un petit peu. Il aimait ça tout court. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. Donc, ce ne sont pas des gars qu'on va voir partout. Et donc, forcément, je pense que l'aura sera un petit peu différente. Drogba, en plus, à ce niveau-là, c'était un peu un précurseur. Oui, il y a eu Canou en particulier juste avant, mais Canou, il était un peu lui aussi dans ce modèle. Il aimait bien faire des trucs de son côté. Et puis voilà. Donc, ce sera un petit peu dur, je pense. Ouais. J'ai hâte de voir... Je serais curieux de savoir c'est à qui. C'est à Sadio Mané que c'est arrivé l'an dernier. Il a raté son train ou il a raté l'Eurostar pour s'en aller en France. Puis finalement, il a décidé d'aller manger chez quelqu'un qui était là, qui l'a invité à souper parce qu'il avait raté son train. Didier Drogba, il aurait fait quoi? Une chambre d'hôtel peut-être à la place? Peut-être, Je ne sais pas. Mais on s'en plaindra pas parce qu'on l'a tellement aimé, Drogba, avec Chelsea, mais surtout ici à Montréal, parce que cette aura, c'est une plus-value. C'est ce qui fait qu'un joueur, un club où une ligue devient légendaire. Et Drogba a tellement contribué à faire de la première ligue ce qu'elle est en ce moment. Donc, beaucoup de travail pour messieurs Salah, Mané et Aubameyang. Oui, absolument. Mais si on regarde d'une façon un peu plus générale, parce qu'il faut pousser un petit peu au-delà simplement des trois meilleurs buteurs, là, on a une équipe anglaise qui, pour la première fois, je pense, mais... Si toi tu penses ou tu t'en rappelles pas, je te confirme que moi je m'en rappellerai plus qu'anglais, mais je pense qu'on a une équipe qui va débuter une finale de Ligue des Champions avec 3 joueurs africains, parce que tu rajoutes Matip. C'est vrai. Et ça, je ne vois pas le premier Africain à avoir gagné, c'est Madjer avec Porto. Je ne vois pas depuis d'équipe qui est alignée. Même Arsenal. Tu nous donnes des devoirs à faire pour 2006, non, tu avais Kolo Touré. Tu avais Kolo Touré et tu avais Lorraine. Je ne pense pas que c'était 3 à ce moment-là. Donc, il pourrait être la première équipe à débuter une finale de Ligue des Champions avec 3 joueurs africains. Bon, c'est l'ouverture des marchés des transferts maintenant en Europe. Qu'est-ce qui t'excite le plus? Là, je vais t'en nommer quelques-uns. Peut-être que celui que tu trouves le plus intéressant dans tout ça n'est pas sur ma liste. Griezmann. Finalement, c'est Kedara pas longtemps. C'est l'an dernier qu'avant la Coupe du Monde, Griezmann avait annoncé en grande pompe « Je reste à Madrid ». Finalement, le fait de rester et de signer une nouvelle entente, ça va juste dire qu'on a plus d'argent dans nos coffres du côté de l'Atlético lorsqu'on va le vendre. Donc, on annonce Griezmann au Barça, Matthijs de Ligt au Barça aussi. Eden Hazard a dit publiquement qu'il avait informé Chelsea de sa décision, de sa volonté qu'on présume être de quitter pour s'en aller au Real Madrid. C'est quoi que tu as le plus hâte de voir dans tout ça comme mouvement? Chacun a son... on va rapidement passer à Hazard parce que oui, dans la mesure où ça risque d'être un déclencheur d'un effet domino. Ouais. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Bon, il y a derrière cette histoire de suspension de transfert pour Chelsea, mais s'ils font appel, s'ils vont au tribunal du sport... Tu peux t'acheter du temps. Et à mon avis, ils vont avoir l'été, la plage de transfert de l'été, où ils vont sans doute pouvoir s'activer, mais ça va être quand même derrière un petit peu, ça va être sous-jacent. Sinon, De Ligt à Barcelone, c'est... Là, on est en train de voir le retour d'une tradition parce que le Barça et les joueurs néerlandais, plus particulièrement les joueurs formés à l'Ajax, ça a toujours été un lien de proximité immense. Évidemment, avec Johan Cruyff, tu as De Boer qui est passé là, Kluivert, Koeman, la liste, bref, est longue. Est-ce que ça s'explique par un autre facteur que le centre de formation extraordinaire de l'Ajax en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus étoffé que ça à avoir dans la réflexion ou c'est juste
cette équipe-là n'a pas de bon sens, on s'arrache les joueurs? Non, 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 il y a toujours eu un lien. Il y a toujours un lien entre les deux. Pour faire monter à très très longtemps, mais on va dire Rinus Michels, qui était l'entraîneur de l'Ajax au début des années 70, le premier à avoir amené l'équipe finale et vainqueur de la Coupe des Champions à l'époque, qui part à Barcelone. Et lorsqu'il part, les joueurs de l'Ajax, Cruyff en premier, disent hey, Barcelone, c'est pas mal. Et puis, déjà à l'époque, ils offrent un salaire nettement plus intéressant que ce que l'Ajax peut leur offrir et ce que la concurrence peut leur offrir. Donc il y a tout un travail qui est fait par l'Ajax de dire non, vous restez encore 1 ou 2 ans. L'entraîneur de l'époque, qui est Stefan Kovacs, leur dit regardez, on reste encore une saison, on gagne encore une Coupe de Champions, on fait la 3e. Après, on part tous en Espagne. Mais oui, c'est la première chose que tu apprends quand tu travailles à l'Ajax, c'est la première chose que tu apprends. Comment convaincre des joueurs de rester 1 an, 18 mois ou dans un monde idéal, 2 ans de plus. Exactement, ouais. Alors, à l'époque, ça pouvait se faire, encore que Cruyff y part, c'est le premier transfert à 1 million de livres, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce que la philosophie est un attrait? Parce que je ne suis pas en train de dire que les deux pensent de la même manière ou voient le soccer exactement de la même manière, mais il y a une identité qui est tellement forte à l'Ajax, comme on l'a du côté du Barça, et j'ai l'impression que on se reconnaît un peu dans l'autre. Et ça fait en sorte que tu te dis, ben, votre projet de jeu est cohérent. Ce que vous êtes, c'est clair, ça m'attire, j'ai le goût d'y participer. C'est ça. Alors, donc, après Michels, tu as eu Cruyff, tu as eu Niskens après, mais c'est surtout Johan Cruyff ensuite, parce qu'il va tellement s'identifier à Barcelone et à la Catalogne qu'il va être vraiment indéboulonnable là-bas. Il devient entraîneur, il monte la Dream Team, comme on va l'appeler. Et il gagne il offre la première Coupe des Champions à Barcelone, parce que ça faisait des années qu'il passait à côté, 30 ans qu'il passait à côté complètement. Et là, bon, il a un statut complètement à part, à Cruyff, et il fait perdurer cette double identité à donc Barcelone-Ajax, et un moule dont on ne se ressort pas, parce qu'après lui, tu as eu Van Gaal. Quand ça n'a pas été, il y a eu une période de flou au début des années 2000. Sur qui on va retomber avant Guardiola? C'est Frank Rijkaard, qui donne la Coupe des Champions à Barcelone, la deuxième en 2006. Donc il y a cette filiation, et puis derrière, comme tu dis, des joueurs à l'époque de Van Gaal, Overmars, Litmanen qui est passé, etc., etc. Tu prends des anciens de l'Ajax formés à l'Ajax, ou pas d'ailleurs, parce que tu peux parler de tu peux passer par le club, Luis Suarez, on fait les deux, etc., les frères Debourg. Je t'envoie une petite balle courbe, Jean. Messi va finir par quitter un jour. De Ligt arrive tellement jeune, si on est pour le mettre sous contrat. Est-ce que ça peut être le prochain capitaine du Barça? Ou un futur capitaine du Barça? Un futur. Parce que cette année, on a vu, bon, ça s'est mal terminé sur la demi-finale, mais ce gars-là, déjà physiquement, c'est un monstre. Et après, il semble avoir le sang-froid pour être capable de vivre des gros moments de pression dans les années à venir dans sa carrière. Je le répète, là, Messi, c'est pas demain matin qu'il s'en va. Mais si tu arrives à t'installer dans une équipe comme le Barça, un défenseur central, on l'a vu avec les meilleures équipes du Barça, tes défenseurs, s'ils sont pas là, tu as beau avoir tous les éléments en attaque, ben, tu peux pas rêver à la même chose à laquelle tu rêves quand tu as un gars en arrière qui est solide. Non, mais les grandes équipes de Barcelone, elles existent parce que derrière, c'est du sérieux. C'est pas d'erreur du tout. Tu peux reprendre l'équipe, la Dream Team, t'as Koeman, Nando ou Nadal d'ailleurs. Tu passes par Puyol Marquez, Puyol Piqué. C'était du sérieux. Puyol Marquez, c'était... Fallait se taper pour les attaquants adverses. Ça te prenait ton passeport pour passer à travers. Donc de Ligt, oui, avec... mais bon, tu vois déjà un petit peu les capitaines qui sont passés par là. Quand tu dis, d'accord, Tabar, c'est Carles Puyol, mettons.
Il va falloir qu'il Non, fasse ses preuves, et puis une fois qu'il aura fait ses preuves, qu'il refasse ses preuves, De Ligt. Oui, on n'a jamais fini de les faire. Un petit commentaire maintenant avant de passer à notre segment à domicile sur Griezmann au Barça. Qu'est-ce que tu penses de ce passage-là? Déjà, de passer de Madrid, c'est pas le Real, mais quand même, de passer de la capitale à la Catalogne et la pression qui va venir avec. Penses-tu que c'est une bonne décision de carrière? Mais ça vient, bon, ça a traîné hein, cette histoire-là. C'est bien qu'il est. J'étais assez content qu'il décide de rester à l'Atlético parce que quand tu prends les deux, tu dis finalement pour un joueur pro. Il y a une différence, mais qui n'est pas monumentale de salaire. Tu es capable de jouer sensiblement les mêmes titres. Ouais. Bon, c'est probable qu'à Barcelone, on va t'offrir peut-être un peu plus de garantie, et encore, parce que ce que l'Atlético fait depuis 6 ans, c'est quand même absolument impressionnant. Donc le challenge sportif, il est sensiblement le même. Donc, qui reste à l'Atlético, je me dis, c'est un gars qui a, où il a un statut, où il sait qu'il va démarrer, alors qu'à Barcelone, il va partir un peu dans l'inconnu, hein, forcément. Et avec ce qu'il vient d'arriver à Philippe Coutinho. Voilà. On en a vu se casser la figure quand même là-bas. Justement, on parle de Philippe Coutinho. C'est peut-être un petit peu sévère pour lui en ce moment parce qu'il n'a pas eu 3 ou 4 saisons pour se prouver, mais c'est quand même un petit signal d'alarme pour M. Griezmann avec le Barça. Pour notre segment donc à domicile maintenant, on va revenir sur une légende du soccer nord-américain qui débarque en Nouvelle-Angleterre après le licenciement de Brad Friedel, entraîneur du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. C'est Bruce Arena qui prend la barre de l'équipe comme directeur général, comme entraîneur-chef de l'équipe aussi. C'est son 3e passage dans l'Est. DC United, 96 à 98. Après, lors de la reprise des Metro Stars par les Red Bulls en 2006-2007, c'est lui qui était à New York. Il y a eu 2 règnes avec l'équipe nationale américaine, gagné 3 MLS Cup avec le Galaxy. La dernière remonte à 2014. Ce que j'ai envie de te demander, Jean, c'est est-ce qu'en 2019, Bruce Arena est encore une solution? Pas d'avant-garde, clairement, parce que c'est plus un gars du passé que du futur, mais est-ce qu'il est encore pertinent pour une ligue comme celle-là? Bonne question, très bonne question. Pertinent, effectivement. Je pense qu'il est capable, parce que faut voir le... Oui, en connaissant le personnage, je pense qu'il est capable de s'en sortir. La situation, elle est que Nouvelle-Angleterre a pas une excellente réputation dans le milieu de la MLS. Dans le milieu de la MLS. Puis à l'extérieur, Jean, soyons francs, là. Tu vas voir des Sud-Américains ou des Européens, tu leur parles de jouer à Foxborough sur un terrain pourri dans un stade qui n'a pas d'ambiance, qui est loin du centre-ville, avec une équipe qui, dans son effectif, n'est pas extraordinaire en ce moment. Qui voudrait prendre ça? Non, absolument. Ça te prenait un Américain déjà à la base et quelqu'un qui était ouvert à un projet un peu casse-gueule. Non, totalement. En plus, leur manie, quand même, d'être un peu... ils grignotent un peu sur les salaires, etc. Grignotent un peu, oui. Non, quand tu as des joueurs qui, publiquement, c'est quand même pas la politique de la Ligue, mais que tu as des problèmes directement avec tes 2 meilleurs joueurs qui sont Jermaine Jones et Lin Nguyen, qui décident de partir parce qu'ils n'en peuvent plus, et bon, là, il y a quand même un problème. Et pourtant, c'est pas parce qu'on n'a pas les poches profondes du côté du groupe de propriétaires. C'est les Kraft qui sont aussi les propriétaires des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et c'est là où tu te dis, c'est tellement un branding américain. Tu sais, c'est déjà en partant le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. T'as pas plus américain que ça. Et de te retrouver avec un gars qui a été l'homme à tout faire au fil des ans pour l'équipe nationale ou pour des clubs qui cherchaient à se relancer. Je comprends tout à fait la raison pour laquelle on est allé chercher Bruce Arena. Mais je peux pas faire autrement qu'avoir en tête un genre de... Puis Arena cherche à jouer un soccer différent. Je parle pas d'un point de vue purement terrain, mais c'est comme le réflexe Sam Allardyce à l'époque en Angleterre. Tu as un problème, tu es en danger d'être relégué ou ton club va mal, va chercher Sam, il va te régler ça. Mais là, si ça ne fonctionne pas là, Bruce Arena,
force est d'admettre que ça va être son dernier tour de piste. C'est ça, exactement. Parce que c'est pas une équipe d'expansion qui va prendre Bruce Arena. Non, je disais un bon parallèle, disant que la famille K, justement, à un moment, a dit, enfin, a été convaincu, avec les Patriots, de dire, on va prendre quelqu'un, on va lui laisser, qui demandait des pouvoirs accrus et des pouvoirs très, très larges, c'est Bill Belichick. Oui. En fait, ça a pas mal fonctionné. Pas loin de tous les pouvoirs. C'est ça. Je pense qu'Arena, et quand c'est annoncé là, donc c'est tout récent, on apprend qu'il est non seulement entraîneur, mais manager général. Ouais. Donc qu'il a lui-même demandé, je suppose, cette énorme latitude de pouvoir, qui lui convient bien parce que c'est comme ça qu'il fonctionnait au Galaxy. Donc je pense que dans cette optique-là, il est capable de plutôt bien s'en sortir. Ce qui, à mon avis, peut le tenir aussi, c'est qu'il connaît mieux que quiconque les rouages de la Ligue. C'est vrai. Et qu'à l'époque du Galaxy, il n'y avait personne qui connaissait et qui savait comment jouer sur toutes les règles. Il y en a beaucoup, hein, que ce soit le plafond salarial, mais l'argent d'allocation, etc. S'il y avait quelque chose à trouver, à réarranger et réorganiser, Bruce Arena était sûr qu'il le trouvait. Là, c'était une sorte de, si on suit ta comparaison, de Ferguson et Allardyce. Parce qu'Allardyce, c'était un requin pour ça. C'est tout un monsieur patate, ça. C'est exactement ça. Donc, je pense qu'il est... Actuellement, et comme tu dis, vu qu'il n'y a pas grand monde qui soit trop intéressé à reprendre la Nouvelle-Angleterre, je pense que c'est le candidat idéal pour relancer un petit peu la franchise. As-tu été surpris cette semaine, lors du passage du commissaire Don Garber dans la métropole, d'entendre que Garber voyait d'un bon œil l'arrivée d'arbitres? Parce qu'on a beaucoup jasé d'arbitrage au cours de la dernière semaine. En fait, on en parle tout le temps du côté de la MLS. Et d'entendre Garber dire, moi, des arbitres étrangers qui arrivent ici pour rehausser dans l'immédiat le niveau de l'arbitrage, mais aussi aider à former les entraîneurs qui seront les Américains et Canadiens du futur en termes d'officiels. Moi, je le vois d'un bon œil. Par contre, le syndicat n'est pas tout à fait du même avis que moi. Qu'il pense, c'est une chose. Es-tu surpris de voir qu'il l'ait dit publiquement? Oui, un petit peu, parce que c'est généralement le genre de choses auxquelles tu t'attends qui est une discussion, parce que la position du syndicat, on peut la comprendre, est tout à fait défendable et solide. À partir du moment où le standard sur le terrain est bon, parce que la position du syndicat des arbitres, si les arbitres l'échappent comme ils l'ont fait la fin de semaine dernière, c'est ça. Là, ta position ne vaut pas grand-chose. Non, mais c'est ça. Et c'est là que je dis, je suis un peu surpris que ce soit sorti publiquement comme ça, et qu'il l'ait dit aussi candidement, disons, c'est que au départ, tu dis, c'est certainement un processus dans lequel il va y avoir discussion. Exact. Et c'est ce que Garber a dit après, d'ailleurs. Il va falloir négocier, mais là, j'ai vraiment le sentiment que on va vouloir pousser pour l'ouverture de quelques arbitres étrangers. Oui, je pense que... Et je pense... Même s'il y a effectivement au départ le syndicat qui règne un peu les pieds, disons. Mais je pense que ce serait une bonne chose. Il reste à trouver un accord sur la façon de le faire. Mais avec l'utilisation du VAR, comme on a depuis 2 ans, je pense qu'il est normal qu'il y ait des échanges réguliers, qu'il y ait des gens qui viennent et qui... participent à la formation, pas simplement des arbitres actuels, parce que je pense qu'il y a quand même un arbitrage qui a toujours été problématique en MLS, mais je pense qu'il petit à petit est un peu... qui s'améliore. Mais c'est surtout pour les générations, pour la formation des arbitres à venir. Hein. Et là, il y a une certaine hypocrisie. Puis le mot est fort, là, je m'en excuse, mais quand même. Tu vas chercher Howard Webb, qui est un Européen qui a une extraordinaire carrière dans l'arbitrage pour venir s'occuper de ton syndicat et réorganiser la maison pour améliorer l'arbitrage aux États-Unis, mais en même temps, tu ne serais pas ouvert à avoir des arbitres étrangers qui viennent prendre la place concrètement sur le terrain de tes gars. Mais là, ça ne marche pas. Pourquoi tu as besoin d'aide de l'extérieur pour les former, mais tu n'aurais pas besoin d'aide pour officier les matchs sur le terrain? Non, il y a une contradiction. Là. Non, totalement. Et il est certain que c'est... Je te le dis ici aujourd'hui, Jean, 2. Si on a juste 2 arbitres de qualité
supplémentaires qui arrivent de l'extérieur avec une expérience intéressante, mais surtout une volonté de s'installer ici. Pas juste pour un an, là, venir ramasser le chèque, parce qu'on a vécu ça aussi avec les joueurs étrangers, mais venir t'installer pendant 2 ou 3 ans pour contribuer à rehausser le standard tout de suite, mais aussi à t'engager, puis tu peux avoir une portion de ton salaire qui est dédiée exclusivement à ça, et ça permettra de payer ces gens-là plus cher, à former les jeunes arbitres qui sont bons, pas ceux qui ont 40, 45 ans, qui vont encore faire leur chemin pendant quelques saisons, mais qui après serviront plus la Ligue. Les jeunes, si on est capable de faire ça, moi j'y crois à l'amélioration de l'arbitrage. Je suis entièrement d'accord parce que, en plus, quand on le voit concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Les problèmes viennent en partie des assistants sur les côtés. Or, si tu regardes dans la hiérarchie, c'est assistant, c'est ton premier pas dans haut niveau. Tu deviens arbitre principal ensuite. Tu commences comme assistant. Donc, c'est à ce moment-là, je crois que l'encadrement doit être super important. Parce que c'est là que tu emmagasines le max d'expérience. C'est que c'est ton premier pas au niveau avec ta ligue principale, avec ta ligue professionnelle. Donc, tu dois être capable de rentrer dedans et ensuite faire le saut pour être arbitre de terrain. Pour conclure, un commentaire sur l'équipe nationale féminine qui est dans son dernier droit de préparation en vue de la Coupe du monde qui va commencer en France le 7 juin, une Coupe du monde qu'on vous présentera d'ailleurs. Les Canadiennes qui vont recevoir le Mexique à la maison au BMO Field, un match qu'on vous présentera samedi après-midi dès 13h. Comment tu prépares cette équipe-là avec les quelques semaines qui restent? Parce que, évidemment, le point focal de cette équipe-là, ça va être Christine Sinclair. Encore une fois. Mais s'il y a quelque chose qu'on a appris au cours des dernières semaines, je comprends que ce n'est pas chez les dames, mais c'est que quand Harry Kane n'est pas là, ça te prend une solution. Que quand Roberto Firmino et Mohamed Salah ne sont pas là pour jouer contre le Barça, ça te prend une solution. Donc là, Kenneth Heiner-Moller, le coach des dames, tu te concentres à bien encadrer, bien entourer Christine Sinclair, ou tu passes aussi un peu de temps à trouver un plan B au cas que Sinclair se blesse, se fasse expulser ou tout simplement fournisse pas? Mais il faut trouver un plan B. Et ce serait suicidaire d'arriver là-bas en disant... Est-ce qu'on peut même penser là, Christine? Non. Ben, c'est un peu ça quand même, non? Mais c'est vrai que c'est la tendance. Parce ça va définitivement être le plan A. Ouais, mais le problème, c'est que c'était souvent le plan A et le plan B. C'est qu'elle était là, incontournable. Et puis, quand ça allait pas très bien, eh ben, le plan B, c'était, ou en tout cas, la roue de secours, c'était... Christine Sinclair qui allait débloquer quelque chose. En mettre une deuxième couche, dans le fond. Là. Exactement. Alors, en milieu de terrain, en numéro 10, voilà, elle faisait pas mal tout. Et je crois que là, on en est arrivé au moment où il faut vraiment regarder autre chose. Et là, c'est là où... on peut se poser la question. Si pour une raison ou une autre ça ne fonctionne pas, je pense qu'on en est encore à se poser la question d'où ça va venir. Ça va venir les buts parce que tu as des joueuses d'expérience. Les buts et le leadership. Alors oui, il y a Schmidt, Scott, Matheson qui ont l'expérience, etc. Mais on parle d'une sélection qui a quand même été pas mal rajeunie. Beaucoup de joueuses qui vont faire des débuts en Coupe du Monde. On a l'impression que c'est hier, 4 ans, et il y a beaucoup de joueuses qui n'ont pas vécu cette période-là, 2012-2015, qui est la période où l'équipe canadienne est ressortie vraiment au premier plan. Donc il y a des cadres, mais derrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être capable de débloquer les choses? Parce que si Nouvelle-Zélande, Cameroun, et encore là, il faudra les prendre quand même pas mal plus au sérieux qu'auparavant, parce qu'il y a eu de l'amélioration très nette là, mais surtout les Pays-Bas au premier tour. Je pense que il faut qu'il y ait une équipe qui soit capable de produire tout de suite. On aura une partie de la réponse samedi avec ce match préparatoire face aux Mexicaines. Jean, merci. Toujours un très grand plaisir. Merci. Puis la semaine prochaine, on aura l'occasion de parler justement de ce match entre les Canadiennes et les Mexicaines. Merci beaucoup. Absolument. Comme Jean le disait tout à l'heure, les Canadiennes vont se retrouver dans le groupe avec le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Premier match joué par le Canada à la Coupe du monde en France cet été sera le 10 juin, alors que
que du côté des hommes, vous le savez, on vous le dit depuis un long moment, du 15 juin au 7 juillet, ce sera la Gold Cup de la CONCACAF qui vous sera diffusée sur les ondes de RDS et RDS2. Le Canada qui, dans cette compétition, se retrouve dans un groupe avec la Martinique, le Mexique et Cuba, qu'on affrontera lors du dernier match. Je suis maintenant rejoint par Sidney Fowo, homme à tout faire du monde du soccer montréalais. Si vous avez passé un peu, ne serait-ce qu'un peu de temps sur les médias sociaux au cours des 7, 8, 9 dernières années et que vous suivez ce qui se passe dans le soccer à Montréal, vous avez croisé Sidney ou son travail, entre autres collaboré au site Ballecourbe au cours des derniers temps. Sid, très heureux de t'avoir avec moi pour couvrir les sujets chauds parce qu'il y en a des questions qui nous ont été posées au cours des dernières heures. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Olivier. On va commencer, on va faire les choses à l'envers. Puisque tu es là, puis c'est la première fois. D'habitude, on termine avec la question du staff. Là, on va commencer avec la question du staff, puisqu'on nous demande qu'est-ce que vous retenez du passage de Don Garber, commissaire de la MLS, et Kevin Gilmour, président de l'Impact et du Stade Saputo. Ça, c'est particulièrement important à préciser cette semaine. Qu'est-ce qu'on en retient de ce passage et de leurs commentaires à ces deux hommes? Je trouve l'exercice de plus en plus intéressant des côtés Don Garber quand il est en ville, à côté d'un Kevin Gilmour qui est très lucide sur les constats, sur ce qui ne va pas. Il y a des choses qui vont très bien à l'Impact de Montréal, il faut aussi le rappeler. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, leur analyse sur effectivement le manque de visibilité dans le monde corporatif. Je pense que le côté Québec Inc. est beaucoup ressorti sur le dollar par siège. Je trouve ça très très pertinent qu'on change un petit peu les habituelles plaintes sur l'emplacement du stade, par exemple. Chose qui a été bien précisée de la part de Don Garber, parce qu'on a posé des questions par rapport au stades qui sont au centre-ville, ailleurs dans la MLS, d'autres qui sont en banlieue. Puis là, on a demandé à Garber de préciser, le stade ici, là, pour toi, il est où? Il est-tu en banlieue? Il a dit non, il n'est pas en banlieue. Là. Partez-moi pas là-dessus. Et j'ai apprécié, moi, qu'on précise ça. Oui, parce que de dire que le stade Chicago, est loin du centre-ville, ça n'a pas de bon sens. Mais non, tu as tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a une vision un peu plus globale, effectivement, en tant que commissaire. Et puis, prenez l'exemple de Chicago, où finalement, le stade, il faut le mettre là où les gens sont prêts à aller. Ouais. Et je trouvais ça très, très pertinent. Bon, effectivement, on a parlé avec Jean, le côté de l'arbitrage. Oui, il faut en discuter. Et puis, nous, on était concernés directement avec le but refusé à Urruti. Ensuite, essentiellement, on voyait un plan de développement, on voyait un message qui était peut-être qu'on n'avait pas encore compris, mais que la Ligue veut commencer plus tôt. Dans la situation de Montréal, ça change énormément. On voit Rémi Garde qui s'est plaint du calendrier. Est-ce que l'Impact est prêt au changement que la Ligue veut imposer? Prêt, non. Mais là, on constate qu'on ne peut pas faire l'autruche. Un terrain chauffant, moi, c'est la première fois que je rentre à la maison après une conférence de presse ou un entretien avec des gens qui sont influents, qui sont décideurs dans ce genre de dossier-là, puis que je me dis, c'est fait. Le terrain chauffant, ça s'en vient. Que ce soit tôt ou tard, là, c'est rendu un incontournable. Oui, on veut le faire, exactement, c'est vrai. On parlait même des sièges chauffants, c'est assez drôle. On veut le faire. Maintenant, là, pour la suite... Excuse-moi, je te coupe la parole encore une fois, parce que ça fait quelques personnes qui me posent la question à savoir comment ça marche, les sièges chauffants. En fait, c'est pas les sièges qui sont chauffants. On veut des sièges qui sont capables de résister aux températures sous zéro si on est assis dessus. Chose qui n'est pas le cas. C'est des sièges de mois de juillet. Exactement. C'est des sièges pas de camping, là, mais c'est des sièges estivaux. Et c'est ça qu'on veut dire par des sièges chauffants, entre guillemets. Et pour moi, la véritable différence, c'est que face à des questions qui étaient plus ou moins critiques, je trouvais que Kevin Gilmour arrivait avec le constat, oui, c'est vrai, et on doit travailler. Ouais. Et ça, c'est complètement différent de Joey Saputo qui a apporté énormément au foot local. Mais on n'avait pas... Gilmour prend beaucoup sur lui. Exactement. Ou en fait sur le club. Tout à fait. Et ça, c'est complètement différent. Comme ça change énormément même la dynamique de la conférence de presse avec lui, parce qu'on a l'impression qu'on parle de la même chose, qu'on voit la même chose aussi. Exactement. Donc j'ai beaucoup apprécié l'exercice. Par contre, peut-être que pour moi individuellement, j'aimerais aussi entendre Don Garber sur d'autres marchés, parce que parfois j'ai l'impression qu'on tape un peu sur les doigts. Effectivement, l'Impact de Montréal est bon dernier dans les revenus corporatifs, mais parfois je vois des choses, que ce soit à Dallas ou à Boston ou ailleurs, où je me dis, hey, qu'est-ce qu'il leur dit à eux autres?
Mais c'est là où, si ta structure corporative ou VIP entre beaucoup plus d'argent, tu peux te permettre d'avoir pas mal moins de monde dans les estrades. Et c'est là où tu as tout à fait raison. D'entendre certains comparatifs serait intéressant, mais des fois, quand on se compare, on se console, mais ça ne veut pas dire que ça va beaucoup mieux ici à Montréal non plus. Bref, moi, ce que je retiens, puis je ne sais pas si tu partages l'opinion, on est sur la bonne voie. Et on est conscient des défis qu'il y a. On ne fait pas tout simplement pelleter dans la cour du voisin, blâmer la ville, blâmer les supporters ou le Montréal Inc. On est conscient qu'on doit être plus attirant pour ces gens-là. Et à partir de ce constat, ben moi, j'y crois. Mais si on continue de penser qu'on devrait, comme par magie, avoir un stade plein, là, on fait fausse route. Ça paraît que Kevin Gilmore, il a fait un audit avant d'arriver en poste. C'est vrai. Et il les 3 mois l'an dernier. Exactement. Et il est très conscient comme du travail à faire pour arriver au niveau souhaité. Il y a Adi Raphaël maintenant qui nous ramène sur le terrain. On va laisser les loges corporatives le temps d'un instant. Et Adi nous demande quel est votre 11 partant idéal du côté de l'Impact à partir du moment où tout le monde est disponible. Parce que là, Nacho Piatti est de retour à l'entraînement pour vrai cette semaine. On pourrait le voir dans l'effectif la fin de semaine prochaine face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. Ton 11, déjà, tu l'organises comment et qui se retrouve là? Moi, j'ai trouvé que c'était une question assez difficile parce qu'effectivement, je ne me suis pas posé la question d'un 11 partant avec tout le monde en santé et finalement, les oublis de passeport ou les blessures permettent à Rémi Garde de composer un 11 avec... Il y a eu des aléas. Hein, oui, c'est ça. Donc, comme il n'avait pas vraiment de questions à se poser sur qui sont les 11 meilleurs, entre guillemets. Moi, je me suis interrogé, puis je trouvais que peut-être qu'un équilibre, pour moi en tout cas, en 4-2-3-1 peut être assez intéressant. Les choix forts que je ferais, c'est comme de reculer Taider au côté de Piet. En axe central, j'irai avec un Raitala et non pas Cabrera ou Camacho. Ouais. Ma grosse hésitation au niveau du côté droit, c'est entre Bro, Gaillard et Sagna, parce qu'en termes de performance, je trouve que notre jeune Canadien a sa place. Et puis devant, ce serait avec Piatti à gauche dans son univers, ouais, et Urruti derrière un Jackson Hamel avec Brony à ma droite. Je pense que j'ai cité tout le monde. Ça se pourrait que je te réinvite. Mais il manque Daniel. Ça se pourrait très bien. Daniel Lovitz en arrière-gauche. Ça se pourrait très bien que tu sois de retour la semaine prochaine. On pourrait arrêter cela. Urruti, Jackson Hamel, s'il vous plaît. Mais très franchement, blague à part, là, parce que ça n'a rien à voir, ça pourrait être un autre attaquant. Même, on pourrait essayer un Orgia Kwonkwo en pointe à un certain moment. Oui, avec la profondeur. Exactement. Quelqu'un qui peut exploiter la profondeur, qui peut reculer une défense, donner plus de place à Piatti quand il va arriver. Je ne suis pas certain que j'hésiterais tout de suite pour Zachary Brault-Guillard. Je comprends où tu veux en venir, mais notre 11 de départ, on ne s'obstinerait pas trop là, si j'étais ton adjoint ou vice-versa. Justement, il y a François qui nous demande « J'aime les performances de ZBG. Zachary Brault-Guillard avec l'Impact. Croyez-vous qu'il a sa place comme défenseur latéral droit avec l'équipe nationale canadienne lors de la Gold Cup cet été? » Oui, tout à fait. Je pense qu'il était aligné d'ailleurs contre la Guyane lors de la qualification. Oh, ça en prend pas beaucoup parfois pour être dans l'équipe nationale canadienne. À ce poste-là, c'est pas la grosse compétition. Donc oui, j'ai aucune raison de voir pourquoi John Edman ne le reprendrait pas pour la compétition. Il a fait un très bon move stratégique de venir à l'Impact de Montréal. Il a beaucoup plus de visibilité. Il est dans les petits papiers. Oui, il est jeune. Oui, ce sera, je pense, sa 2e ou 3e sélection, mais je pense pour moi qu'il sera dans le groupe. Et pour John Herdman, il ne faut pas oublier que le message de l'entraîneur, du sélectionneur canadien a toujours été le même. Moi, ce que je veux, c'est des gars qui jouent. Parce que des voitures extraordinaires qui sont dans le garage toute l'année et que moi, je suis obligé de dérouiller, si tu me permets l'expression, ben c'est pas le monde idéal pour un sélectionneur. Alors que là, Brault-Guillard, surtout avec la blessure de Sagna sur les dernières semaines, ça lui a donné plus de temps de jeu et je pense que ce sera bénéfique pour lui et pour l'équipe nationale. Peut-être un peu moins pour Rémi Garde, par contre, parce que si le Canada est pour se rendre loin, là, tu pourrais avoir un Novilo avec la Martinique, un Brownie qui pourrait être parti, Samuel Piet pas là, Zachary Brault-Guillard aussi. Qui sait, si Anthony Jackson-Hamel marque 1 ou 2 buts là encore dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait, bien peut sûr. Aussi rentrer. Là, Rémi, qui n'était pas content de la quantité de joueurs qu'il y avait disponible la fin de semaine dernière, pourrait se compliquer encore un peu au cours des prochaines semaines. Il y a Fred, maintenant, on enchaîne toujours avec ces questions qui nous ont été posées sur Twitter, Sid. Fred nous demande, aimez-vous les chances de l'AS Blainville d'aller chercher un résultat à York, face à York 9 la semaine prochaine pour passer au tour suivant en championnat canadien? Il faut dire qu'on enregistre l'émission jeudi après-midi. Hier, l'AS Blainville a fait 0-0 face à York, qui est une équipe de la Premier League canadienne qui vient tout juste de voir le jour au cours des dernières semaines. Ben, je pense qu'on est obligé de dire que oui, ils ont une bonne chance. Oui, ils n'ont pas pris de but, qui est toujours dans une confrontation aller-retour
parfois la chose la plus importante. Ils ont tenu leur bord, ils ont un peu plus d'occasions. J'ai pas eu la chance d'aller au parc équestre de Blainville. Par contre, je salue tout l'environnement de l'AS Blainville qui a travaillé très fort. Sylvain, Anzito, Marlon. Et pour ceux qui ont vu les images passées, l'ambiance, un peu comme l'an dernier, c'était différent. L'an dernier, il y avait des flares, il y avait les flares. Ça dépassait mais là, il y a un peu plus de sécurité. Mais je trouve qu'ils ont réussi à maintenir un niveau, encore un anglicisme, de hype, d'intérêt vers ce championnat canadien. Et bravo à eux. Je pense que ça peut devenir un incontournable. Et je crois que Blainville, York a un match d'ailleurs en fin de semaine. Ils sont pas forcément en bonne position. C'est aussi une équipe nouvelle. Hein. On s'entend que Blainville travaille très fort depuis quasiment le mois de janvier, si je m'abuse. Et il y a vraiment parmi les meilleurs joueurs de la province au niveau semi-professionnel. Reste encore un peu de chemin à parcourir d'ici là, mais dans quelques tours, ça pourrait être Blainville, Impact de Montréal. Je dis ça, Sid. Je dis rien. On enchaîne avec Étienne Martel qui nous ramène du côté de l'Europe en nous demandant « Que pensez-vous d'Antoine Griezmann qui décide de quitter l'Atlético Madrid 1 an après avoir fait son fameux documentaire et signé une nouvelle entente? C'était tout juste avant la Coupe du Monde en Russie l'an dernier. Est-ce que ça te froisse de voir qu'1 an après une nouvelle entente seulement, déjà la décision est faite, on quitte? Non, ça me froisse pas. Ça me fait rire parce qu'il voulait faire un autre documentaire, mais l'Atlético l'a pris, l'a mis dans un bureau et il lui a dit « Tu vas nous dire tout de suite que c'est quoi ta décision parce que c'est fini l'histoire du documentaire. » Je crois qu'il aurait dû partir l'an passé. Moi, c'est mon constat. Un petit peu de nostalgie de sa part, peut-être de voir dans le nouveau stade, voir peut-être est-ce que effectivement l'Atlético était en fin de cycle. C'est le cas. Je crois qu'il avait fait le tour. Il y avait aussi la victoire en Europa League. Il y avait peut-être la perspective de la Coupe du Monde, de pas nécessairement tout de suite être aux côtés de Messi dans une espèce de course au Ballon d'Or. Donc il y avait peut-être pas mal de paramètres qui l'ont fait hésiter à partir, mais je crois qu'il aurait dû partir l'an passé. Donc c'est une suite entre guillemets logique pour Griezmann. Certain que ça paraît mal à faire tout un documentaire avec des grosses déclarations d'amour auprès d'un club, mais il a beaucoup donné. C'est un gros joueur. Je pense que c'est ça qui accroche dans le fond. C'est comment la nouvelle avait été annoncée. Parce que pour moi, personnellement, dans un monde qui est un monde de business, il ne faut pas l'oublier, l'Atlético Madrid ne fait pas une mauvaise affaire. Cette année, avec des gars, on en parlait avec Jean tout à l'heure, des gars comme Hazard qui vont bouger. Tu as des défenseurs de renom, évidemment, mais tu vas avoir de l'argent dans le système et d'avoir attendu 1 an de plus avec une nouvelle entente pour Griezmann qui fait évidemment monter le prix du transfert, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est de voir, comme tu le dis, la déclaration d'amour qui dure 1 an finalement. C'est un petit peu comme une soirée de la Saint-Valentin, puis finalement, le samedi d'après, je m'en vais avec les boys, mais ça se pourrait que tu me revois pas. Mais je trouve que l'analogie avec l'ex, elle est assez drôle parce que je crois qu'il aurait dû la laisser plus tôt, et sa femme actuelle. Et donc, bon voilà, il a eu le courage de faire le saut. À nous raconter, pour d'autres podcasts. OK, d'accord. On y reviendra sur une autre semaine. Mais bref, on attend de voir ce que ça donnera cette prochaine saison avec Griezmann qui quittera l'Atlético Madrid. On termine avec Pops qui nous demande « Croyez-vous que la Juve se pliera aux exigences de son coach Allegri pour le mercato d'été ou est-ce qu'on va décider de changer d'entraîneur? » Alors, c'est vraiment chaud parce que je pense que là, il y a quelques heures à peine, Allegri, Agnelli, Nedved se sont rencontrés. On n'a pas encore les conclusions de cela, mais ce serait apparemment pour une reconduction de son contrat. Donc, qui dit nouvelle signature, dit qu'on donne les rênes, encore une fois, à l'entraîneur. Est-ce que la Juve a les moyens de ses ambitions sur le marché? Il faut effectivement, oui, ils ont les moyens financiers, mais est-ce qu'après les joueurs qu'ils veulent pour renforcer l'effectif vont pouvoir venir? Je ne sais pas. Par contre, à l'effet inverse, Allegri qui reste, ça veut dire Dybala qui sort. Donc là, il y aura sûrement un chamboulement. Il y a 2-3 autres joueurs qui ne sont pas nécessairement dans ses plans. Ils sont champions pour la 9e fois de suite, je ne sais pas. 8e. Exactement, mais ce qui compte essentiellement pour la Ligue des Champions. Voilà, pour la Juve, c'est la Ligue des Champions. Et là, oui, l'Ajax, c'est une très belle histoire. Juve, PSG, même combat. Exactement. Ils sont champions garantis, mais c'est pas sur ça qu'ils sont, qui sont jugés. Et malheureusement, ils sont enfermés dans un cercle extrêmement vicieux pour ces clubs. Moi, ça me fait peur. Je te dis, Sid, ça me fait peur parce que c'est ce genre de truc-là où on sait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. On n'est pas capable de passer le cap. Et j'ai pas le sentiment que c'est parce que Allegri fait un mauvais travail. Tout à fait d'accord. Et là, on aurait peut-être
peut-être besoin d'un petit coup de barre. Si on décide de reconduire notre confiance du côté de la direction de la Juve en Allegri, il y a une partie de moi qui admire ça parce que c'est la loyauté envers un gars qui a bien travaillé, mais il y a un autre côté de moi qui me dit dans 6 mois, on va se retrouver avec une équipe de la Juve qui va être d'être éliminée en phase de groupe de Ligue des Champions. Là, c'est un scénario catastrophe, là, mais puis on va finir par dire, bon, on fait table rase, on amène quelqu'un d'autre. Cette personne-là va commencer à dire, les transferts qu'on a faits en juillet dernier, c'était pas les miens. Ça va prendre, moi j'ai l'impression qu'on va faire au mieux un pas de côté avec ça. Tout à fait, mais en même temps, dans un contexte où le foot est assez aléatoire, qu'est-ce que Tottenham fait de si bien qui les rend aucun transfert. Aucun transfert. Tu vas chercher personne. Exact. Tu bouges pas. Puis quand Harry Kane est blessé, tu vas chercher personne non plus. Tu fais juste continuer, tu croises les doigts. Puis tu dis, tu travailles très fort sur ton portugais pour que Lucas Moura comprenne qu'il faut qu'il marque 3 buts. Exactement. Donc il y a un petit côté aléatoire et sur les choses qui ne sont pas contrôlables. Je pense que le cas de Manchester City, qui est incroyable depuis 2 ans, qui marche sur l'Angleterre, mais sur l'Europe, qui a un peu de difficulté et qui se joue à rien, à une décision près. Donc ces très gros clubs sont sous des pressions qui sont un petit peu, selon moi, folles. Pour résumer, car au final, le foot, parfois, c'est un facteur chance qui explique qu'on réussit ou pas. Oui, mais c'est pas un facteur chance de réussir à se renégocier un contrat avec la Juve. Ça, ce sera des bonnes qualités de négociateur du côté de Massimo Allegri. Tiens, on aura peut-être la chance de s'en reparler la semaine prochaine. Sid, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir pour cette première fois. On se retrouve la semaine prochaine. Super. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à partager le contenu sur la RDS.ca et sur iTunes. Et comme c'est le cas à chaque semaine, nous posez vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF.